La reconquête de notre identité n'est pas une guerre ouverte à toutes les entités. Nous voulons savoir d'où venons-nous et qui sommes-nous. J'espère que vous allez bien. Oui. Chers intervenants, chers invités, bienvenue à notre premier événement concernant l'immigration, l'intégration et la diversité culturelle. Nous espérons que nous vous remercions d'être présents et nous espérons que vous puissiez en apprendre davantage afin de faciliter votre intégration dans notre pays. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter l'organisateur de cet événement. Je vous demanderai de se lever debout. M. Sosten Samba, s'il vous plaît. M. Samba, je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque M. Samba va venir faire un mot de remerciement. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Mélanie Lessard, qui est québécoise, qui provient d'un petit village à Mauricie qui est à Sept-Évexty-des-Monts. Et je suis une entrepreneur en gestion, en chargée de projet dans le domaine de l'éducation et de la culture. Et je suis aussi employée dans le domaine de l'éducation. Mon ancêtre se nomme Étienne de Lessard, est né en Normandie, en France. Il a immigré ici en 1646. J'ai fait quelques petites recherches et j'ai découvert ça sur mon histoire. Et depuis ma naissance, je m'adapte à la société américaine qui est en constante évolution. Un peu comme vous, je dirais. Tout d'abord, j'aimerais vous inviter à faire un petit exercice comme j'ai appris lors de mes séjours en terre africaine, parce que je suis allée quelques fois en terre africaine. Je vous demanderai de vous lever debout et de vous tourner vers votre voisin et de créer un lien avec celui-ci sous forme de salutation. Allez-y. N'importe quel. Bonjour. Et de loin, on fait ça là. De loin, On peut faire un gros coton, un gros coton. Vous pouvez vous rasseoir. Comme vous voyez, c'est un petit exercice qui engendre la conversation. Donc, je vous inviterai vraiment à rester jusqu'à la fin pour pouvoir profiter de continuer votre social avec les gens. Et je vous inviterai aussi à continuer les salutations avec les gens, autant les Québécois que toutes les autres personnes que vous rencontrez ici. Je trouve que c'est tellement important pour créer des liens ensemble, pour pouvoir avancer ensemble. Pour ma part, cette partie, c'est terminé. Moi, je vais céder la parole à une personne qui va poursuivre avec vous pour présenter les intervenants qui sont ici présents. C'est un homme qui vient de Haïti. Il a immigré ici il y a 7 ans. Il a fait ses études en droit dans son pays et en politique et en économie à l'Université de Montréal. Il est entrepreneur, il travaille à la ville de Montréal et il est aussi blogueur et journaliste. Je vous inviterai à l'accueillir chaleureusement, M. Téléphone. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre conférence sur l'immigration, l'intégration et la diversité culturelle. Nous vous demandons de bien vouloir vous installer parce que ça va décoller. Notre programme se divise en 4 parties. Qui va être réparties en 15 minutes par intervenant, 15 minutes de questions et réponses, de présentation et de questions. 15 minutes de questions, 5 minutes de questions et réponses. La première partie, avec la première partie, on va commencer. C'est notre premier orateur, c'est M. Georges Goma Gakissa. Voilà. Gakissa, immigré d'origine congolaise et professeur d'université au Québec. Sociologue. Je suis donc sociologue. Je suis d'origine africaine, congolaise en particulier, et ça fait 30 ans exactement que je suis parti du Congo, Brazzaville.
J'ai fait mes études supérieures en France, où j'ai obtenu mon doctorat. J'ai enseigné là-bas aussi pendant 14 ans. Je suis allé aux États-Unis, en Californie, où j'ai passé 4 ans également d'enseignement et de recherche. Et depuis 7 ans, je suis ici au Québec, la terre d'élection. Donc, vous comprenez très bien qu'avec tout ce parcours, je suis l'exemple ou le modèle d'un immigrant parfait. Pour avoir, n'est-ce pas, ces 3 espaces, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique maintenant. Alors, j'ai préparé quelque chose sur le potentiel des phénomènes migratoires. On parle souvent des immigrants ou de l'immigration, mais il faut parler aussi des émigrés. Les émigrés, l'immigration, ceux qui viennent de quelque part, viennent dans un pays, c'est des immigrants. Et ceux qui partent de ce pays pour aller travailler ailleurs aussi, c'est des émigrants, ils sortent du pays. Donc il y a ces 2 aspects qui font des phénomènes migratoires. Alors, je ne veux pas rentrer dans la gestion de l'immigration. Ce que j'ai préparé, c'est pour montrer le potentiel de l'immigration. C'est-à-dire la dynamique même de l'immigration, parce que depuis la nuit des temps, les sociétés ont toujours vécu les phénomènes migratoires. Depuis très longtemps. On ne peut pas voir une société aujourd'hui qui n'ait été touchée par ces phénomènes de migration. Alors, l'enjeu, on va rapidement parler d'enjeux migratoires, c'est quoi? Pourquoi les gens se lèvent pour partir ailleurs? Et nous sommes au Québec, évidemment, qui nous a reçus. Évidemment, on va voir dans quelle mesure aussi le Québec, le Canada et l'Amérique du Nord, disons l'Amérique tout court, est aussi marqué par les phénomènes migratoires. Le potentiel, voilà, ça j'ai déjà parlé. Et puis il y a quelque chose où je vais passer plus de temps, c'est la démographie socio-économique du Québec. Et nous parlons du Québec parce que nous sommes ici au Québec, mais c'est valable ailleurs également. Et vous allez voir au fond que finalement, l'immigration est peut-être une chose pour laquelle on ne peut pas s'en passer. L'immigration choisie dans le débat actuel au Québec, c'est moi qui le dis, est déjà une partie de la solution de l'équation. Vous savez, les élections arrivent et l'immigration devient quand même un sujet au centre de tout. Ça va bouleverser la campagne qui va arriver et peut-être ça va disparaître un moment pour revenir un peu plus tard, chaque fois qu'il y a des élections. Alors on va se demander pourquoi est-ce que quand les élections arrivent, l'immigration devient un sujet de grande passion. Alors, assez rapidement, l'immigration est un phénomène, un vieux phénomène. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, simplement vous dire que la définition restreinte de l'immigration, c'est le déplacement des individus d'un territoire d'origine à un territoire d'accueil. Voilà, c'est un peu comme ça que la définition que nous connaissons de premier abord. Et évidemment, dans ces mouvements migratoires, ce qu'il y a dans le débat, c'est de dire qu'il y a une immigration conventionnelle, une immigration légale, et aussi une immigration clandestine. Et je pense que c'est peut-être cette immigration clandestine qui pose beaucoup plus de problèmes dans les nations qui reçoivent, d'un côté comme de l'autre. L'Afrique aussi reçoit des immigrants qui viennent d'ailleurs. Les immigrants ne partent pas seulement d'Afrique pour aller ailleurs, mais il y a d'autres qui vont d'ailleurs pour aller en Afrique également. Mais la définition la plus large que je donnerai de l'immigration, c'est le déplacement des individus, des animaux, des plantes, des produits, des idées, des maladies, et tout ce tralala. Nous ne parlons que d'êtres humains, mais il y a aussi une dimension des choses qui émigrent aussi, qui traversent des océans, qui vont aussi, qui sortent d'un pays pour rentrer dans un autre pays. Il y a des idées aussi qui émigrent, des idées trouvées au Québec qui sont appliquées en Inde, tout ça aussi. Pourquoi ne prendrons-nous pas le temps de considérer cela comme aussi relevant des phénomènes migratoires? Peut-être que nous donnons beaucoup plus de richesse, n'est-ce pas, à cette notion, ce phénomène d'immigration, plutôt que de le voir comme un épouvante, comme un problème dans nos sociétés. Donc voilà, je vous laisse ça à votre réflexion, à penser comment est-ce qu'une maladie peut émigrer aussi. Bon, c'est pas le centre, je pourrais aller plus en profondeur là-dessus, mais ça nous prendrait beaucoup de temps, mais je vous laisse cette idée-là. Donc on voit très bien que seule la définition restreinte, réduite de l'immigration est généralement
prise en compte. Moi, en tant que sociologue, je trouve que c'est vraiment réducteur. C'est vraiment réducteur. Et si nous voulons comprendre les choses en profondeur et trouver des bonnes solutions, eh bien, nous devons comprendre les choses de cette manière-là. Moi, souvent, on me demande, mais pourquoi vous partez d'Afrique? Pourquoi vous partez d'Afrique pour venir en Europe, pour venir en France et tout cela? Moi, je dis, mais peut-être que je suis les matières premières qu'on vient prendre en Afrique, qui voguent tranquillement, qui rentrent à qui on ne demande pas le visa pour entrer en France. Mais moi, on me demande le visa. Voilà les faits réels. Je suis désolé, mais je vais être droit là, pour poser vraiment les problèmes tels qu'ils se posent. Alors, le projet migratoire, pour tout un chacun, il y a toujours un projet migratoire. Pourquoi est-ce que je pars aujourd'hui? Pourquoi je prends la décision de partir aujourd'hui? Au niveau des individus d'une manière générale. Mais parfois, quand on essaie de creuser un peu, on voit que ce n'est pas seulement au niveau des individus, c'est au niveau aussi des collectivités, des familles, de la collectivité tout entière. Parfois, c'est tout un projet familial. Voilà, on a mis de l'argent pendant 5 ans pour laisser partir l'un de ses fils, peut-être le plus méritant, peut-être le plus futé, qui ira ailleurs, et en allant ailleurs, il reviendra peut-être pour nous aider, nous autres, qui sommes restés. Et on va très bien dans cette dynamique des migrations. Il y a des communautés qui sont bien organisées. La communauté malienne, pour ne pas la citer, en France, par exemple, ce qu'ils font réaliser dans leur pays, alors que c'est des balayeurs de rue à Paris, qui vivent une vie parfois très difficile, mais qui arrivent quand même à mettre l'argent de côté, et qui vont en Afrique ériger des grands hôpitaux, qui érigent des grandes écoles. Et alors que les pouvoirs régaliens, les pouvoirs d'État sont là, et ne font absolument rien, alors qu'ils reçoivent beaucoup d'argent d'État. Ils ne font pas que ce que les diasporas font en Afrique. Donc ce côté-là aussi, c'est un côté qu'il faudra voir avec un peu plus de sérieux. Mais ça peut être aussi un projet migratoire institutionnel. Mais quand c'est institutionnel, à ce moment-là, ça atteint le niveau des États. Ça atteint le niveau des États. Eh bien, les diplomates qui vont, qu'est-ce que vous pensez qu'un diplomate français qui va en Afrique? Mais il est en immigration, lui. Mais quand il va, c'est pour défendre les intérêts de la France, là où il va. Et là aussi, il faut grossir, n'est-ce pas, la compréhension des phénomènes migratoires en intégrant, n'est-ce pas, ces aspects de la chose qu'au niveau des États, eh bien, la Chine vient aux États-Unis pour défendre ses intérêts. Mais quand la Chine vient aux États-Unis, il vient comment? Mais il vient par ses étudiants, il vient par ses stagiaires, il vient par ses espions aussi qui traversent les frontières et qui viennent aux États-Unis pour regarder ce qu'il faut regarder, copier ce qu'il faut copier et repartir chez soi pour faire sinon peut-être pareil, sinon plus. Vous voyez un peu comment est-ce que je considère moi les phénomènes migratoires à cette dimension individuelle, collective et puis institutionnelle. On va aller rapidement parce que je n'ai pas de temps. Alors, au Québec comme ailleurs, pays d'immigration, ben là aussi, il n'y a pas certainement que d'autres qui vont intervenir après moi, vont nous montrer. Déjà, madame, vous l'avez dit, vous-même, vous l'avez dit déjà, vous avez amorcé déjà, hein, donc je n'ai presque plus rien à dire là-dessus. Simplement pour vous dire que, au fond, vous savez, même les autochtones qu'on dit qui sont ici, qu'on est venu trouver, ils viennent d'ailleurs aussi. Ils viennent d'Asie, quelque part là-bas. Hein, et des années derrière nous, eh bien, ils ont émigré vers cet hémisphère-là. Vous voyez très bien que même les peuples autochtones aussi viennent de quelque part. Et puis, ma foi, le XIVe siècle, le XVe siècle, cette période où les Européens vont découvrir un peu les peuplades ailleurs. Vous voyez, hein, l'Amérique découverte officiellement en 1492, je pense, et l'Afrique en 1482. Donc, 10 ans. Avant, il y avait Diego Cao qui avait découvert déjà l'embouchure du Congo là-bas. Vous voyez, c'est à peu près au même moment qu'on découvre un peu ces peuples-là. Et puis notamment, vous comprenez très bien que l'histoire de l'Amérique est beaucoup plus marquée par deux nations, deux empires coloniaux, qui sont la France et l'Angleterre. Hein? Il y a les Hollandais, d'accord, et tous les autres, mais fondamentalement, c'est l'Empire français et l'Empire anglais qui se sont fait la guerre en Amérique, ici. Vous savez les plaines d'Abraham, vous connaissez bien l'histoire des plaines d'Abraham, c'est la prise de Québec par les Anglais. Et jusqu'à aujourd'hui, nous restons quand même sous la gouvernance de la reine, parce que c'est lié à cette histoire qui est bien chère aux Canadiens, qui est bien chère aux Québécois également. Vous voyez? Donc, vous voyez un peu la dynamique de ces phénomènes migratoires, et puis, ma foi,
une fois que les Anglais, les Français et les autres sont venus trouver les autochtones et qui ont construit une belle culture, une multiculturalité, n'est-ce pas? Et pour créer le Québec que nous connaissons aujourd'hui, qui est une terre très riche, composée de beaucoup d'ethnicités, l'ethnicité française, l'ethnicité américaine, anglaise et l'ethnicité autochtone et les autres ethnicités qui sont venues quand même à une autre période qu'on appelle l'après-guerre. L'après 1945, alors on a commencé à voir d'autres populations venir, n'est-ce pas, s'installer en Amérique. D'une manière générale, quand je dis en Amérique, vous voyez très bien, l'Amérique du Sud, il y a l'Amérique du Nord qui est composée par le Canada et les États-Unis, et le Mexique aussi. Donc vous voyez un peu toute cette dynamique-là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis en fait, là où je voulais m'étendre beaucoup plus sur le petit schéma que j'ai fait là, je ne sais pas, je veux peut-être me lever pour bien vous l'expliquer. Et ça montre au fond ici, j'avais de moi un pointeur, mais malheureusement on n'a pas de pointeur, mais je vais essayer de faire un peu avec mes doigts là. Alors, vous voyez ce que vous voyez ici, c'est un petit schéma que j'ai bricolé, je suis parti un peu, j'ai pris la pyramide des âges du Québec de 2016, donc c'est tout à fait récent. Vous voyez, cette pyramide des âges qui est là. Eh bien, quand vous observez une pyramide des âges, mais la pyramide des âges vous donne beaucoup d'informations, n'est-ce pas, sur la société dont il est question. Vous voyez? Et ici, je fais le rapport entre la démographie, l'économie et le social aussi. Et ça, c'est très important à comprendre. Et vous avez vu que moi, ce qui m'intéresse en abordant les questions liées à l'immigration, c'est cette dynamique de l'immigration pour montrer que l'immigration, c'est quelque chose de positif. Une fois qu'on a enlevé le côté, évidemment, l'immigration clandestine, qui pose un peu beaucoup plus trop de problèmes. Alors, le schéma, comme vous le voyez là, vous voyez très bien que quand on regarde la pyramide des âges en haut là, il y a trois grands secteurs. Le premier secteur, c'est de la naissance. Ici, voilà les enfants qui naissent ici à 0 ans et qui atteignent 19 ou 20 ans ici. Donc cette première partie, on peut supposer que cette partie de 20 ans de jeunesse et d'éducation. 20 ans de jeunesse et d'éducation. Donc on va à l'école, on se prépare à la vie adulte. On se prépare à la vie adulte. Et puis la deuxième partie, 45 ans de vie adulte, activité productive, dynamique économique, c'est-à-dire de 20. Bon là, l'âge chronologique n'est peut-être pas trop pertinente, mais j'ai fait ça tout simplement pour bien comprendre ce que je vais expliquer. Donc on peut supposer que de 18 ou de 20 ans jusqu'à 65 ans, eh bien, chaque individu doit travailler pour subvenir à ses besoins familiaux et subvenir aussi aux besoins de la société. Et puis après 65 ans et au-dessus, ben, c'est le repos du guerrier. On a travaillé toute sa vie, on a étudié, on a travaillé toute sa vie, et maintenant on se repose dans la retraite. Donc vous voyez très bien que c'est c'est bien segmenté de cette manière-là. Une fois de plus, c'est un modèle pour comprendre. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est que dans la dynamique des sociétés, eh bien, la partie qui se rapporte à la production est essentielle. Elle est essentielle. Quand il y a le plein emploi, eh bien, les pouvoirs publics ont les moyens nécessaires pour conduire leur politique, évidemment. Et vous comprenez quand vous regardez un peu la pyramide des âges ici, mais vous allez comprendre qu'il y a quand même des classes creuses dans cette pyramide des âges. Vous voyez, quand on est vers 50 ans là, vous voyez c'est très large, ça vient jusqu'ici, ça vient jusque là, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont 55 ans et plus, parce qu'ils sont très nombreux. Et quand on voit les 45 à 54, c'est un peu rentré à l'intérieur. Les femmes ici, les hommes ici, ça rentre. Et quand vous projetez ici, vous trouvez le nombre de femmes qui ont 49 et 54 ans. Là, il y a un peu plus, ça remonte encore,
de 40 à 44 ans, il y a un petit boom de naissance, et puis ça rebaisse encore. Et là, vous voyez très bien que c'est encore très baissé ici, là. C'est les 14, de 10 à 19 ans. Vous voyez que la population jeune est plus faible que la population plus âgée. Et ça, c'est un danger potentiel pour la société. C'est un grave danger parce que, évidemment, quand les jeunes là vont arriver au niveau du monde du travail, eh bien, ils ne sont pas nombreux. Et ceux qui étaient en train de travailler là sont en train de monter pour aller vers la retraite. Vous voyez? Et comment est-ce que notre société fonctionne? Notre société fonctionne sur le modèle de la répartition. C'est-à-dire que ceux qui travaillent aujourd'hui versent des cotisations pour payer les retraites de ceux qui ont travaillé hier. Mais imaginez-vous un seul instant qu'on se retrouve avec beaucoup plus des aînés que des gens en train de travailler. Ça pose un grave problème. Parce que la dynamique économique n'est pas forte. Donc il faut redynamiser le tissu socio-économique. Eh bien, il nous faut des gens. Alors, voilà à peu près pour expliquer cette pyramide des âges là. Bon, maintenant, ce que j'ai fait ici, le petit schéma que j'ai complété ici, vous voyez très bien que d'ici à 0 à là, à 100 ans, ça c'est le futur. Demain, on projette le futur ici, de 0 à 100 ans. Comment ça va être? Comment est-ce que nous devons faire pour redynamiser l'économie par des gens qui sont capables de travailler? C'est là que ça pose le problème. Si les femmes ne font plus assez d'enfants ici, c'est-à-dire que les taux de fécondité sont très faibles, et c'est un danger. Alors les pouvoirs publics doivent imaginer la meilleure politique familiale, la meilleure politique sociale pour faire de sorte que les femmes qui, jusqu'à preuve de contraire, sont les seules à porter 9 mois de grossesse. Bon, la science peut-être nous trouvera la moyen de faire aussi que les hommes portent 9 mois de grossesse, mais ça je n'en sais rien encore, hein? Ne sait-on jamais. Attendez que la science fasse son travail. Mais pour l'instant, c'est les femmes. Donc si nous voulons avoir une population dynamique, eh bien, il faut trouver la bonne solution à ne pas réduire, n'est-ce pas, les avantages, ou en fait les succès remportés par les femmes sur le plan de la production sociale, les gains obtenus par les femmes. Mais comment faire de sorte que ces femmes-là travaillent et puis pensent aussi à la population de notre pays? Ça, c'est un autre problème. Donc, vous voyez que ici, j'ai fonctionné avec 3 hypothèses. Regardez bien les 3 hypothèses. En jaune, l'hypothèse A, ce que j'ai mis l'hypothèse A ici, alors, c'est l'hypothèse de la croissance démographique. C'est-à-dire que si on met en place une bonne politique familiale, de sorte que les femmes puissent concilier la procréation et la production, production sociale, la reproduction biologique et la production sociale, les deux, eh bien, on aura une population, le taux de fécondité va augmenter. Donc, dans 80 ans, on aura une base encore très élargie ici, des enfants qui naissent, qui vont arriver au niveau du monde du travail pour redynamiser cela. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est la stagnation. C'est-à-dire que ça ne bouge pas, le taux de fécondité ne bouge pas. Et nous avons ici. Et la troisième hypothèse excessive que j'ai prise, c'est parce que c'est utopique, ça ne peut pas arriver, c'est si les taux de fécondité continuent à baisser, et si ça vient se croiser ici, la société disparaît. Ça vient se croiser ici, la société va disparaître complètement, disparaître. Mais on ne peut pas atteindre ce niveau-là, c'est utopique. À la limite, peut-être, on va faire une hypothèse qui vient un peu comme ça, mais ça reste un problème. Maintenant, une fois qu'on a dit que le solde naturel est négatif, par exemple, ou pose problème, le solde naturel, c'est en fait les naissances ici. Ok? Allez, comment peut-on régler le problème? On règle le problème par le solde artificiel. C'est-à-dire, le solde artificiel, à ce moment-là, on accepte l'immigration des personnes qui viennent d'ailleurs,
qui viennent redynamiser le tissu socio-économique et qui vont regonfler évidemment. Les employeurs vont trouver des gens pour embaucher. Eh bien, les gens qui seront embauchés vont payer leurs taxes, vont vivre, avoir une vie correcte, vont s'occuper de leurs enfants, vont avoir un équilibre social. Et la société et les personnes vont avoir l'équilibre. On aura une société qui va vivre alors correctement. Vous voyez? Ça, c'est des faits qui sont... je n'ai plus rien, là? Juste, disons, 4 minutes. 4 seulement? Alors, donc, voilà. Pour la période des questions. Voilà. Je pense que j'ai expliqué, je ne peux pas aller en profondeur, je pouvais le faire. Mais l'idée est là, j'espère que vous avez compris à peu près ce que je voulais dire par là. Moi, je vais sur le fait que l'immigration, quand elle n'est pas subie, est une très bonne chose pour une société qui, de surcroît, souffre un peu par les baisses de taux de fécondité. Parce que continuer de cette manière-là, c'est assister, n'est-ce pas, à la mort d'une société. Alors, je vais aller rapidement sur ici. Alors, l'immigration choisie, voilà, tout à fait. Je l'ai expliqué pratiquement, donc on va avoir le temps pour les questions. L'immigration des personnes instruites et en bonne santé. Ah, je voulais expliquer cela aussi. Le Québec et le Canada d'une manière générale, il faut le dire, je l'ai dit tantôt, les élections arrivent, eh bien, l'immigration est déjà au centre de toutes les passions. Mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est de ne pas escamoter ce débat-là. Parce que les problèmes qui se posent à la société québécoise sont un peu ailleurs que dans l'immigration, qui trouve des couleurs généralement au moment des élections. Alors, le Québec, nous sommes tous passés par là. Il y a 3 types d'immigrants. Il y a les immigrants, en fait, l'immigration choisie, parce que le Québec et le Canada, comme beaucoup d'autres pays, vont chercher des immigrants à l'extérieur. On vend un peu le Québec, on vend le Canada. Vous voyez? Dans tous les pays du monde. C'est bien pourquoi c'est une mosaïque culturelle ici. Donc, c'est des gens qui passent par un filtre, un grand filtre. C'est des gens qui sont instruits parce qu'on regarde quelle est leur formation. C'est des gens qui sont en bonne santé parce que vous passez devant des médecins qui sont assermentés pour ça. Vous voyez? Ça, c'est très important. Alors, donc, ils sont reçus comme résidents permanents ou comme étudiants aussi. Alors, il y a d'autres types d'immigrants qui viennent des opérateurs économiques. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez venir ici, investir ici et créer de la richesse ici, et ce qui est une bonne chose pour redynamiser la vie économique. Donc, ceux-là aussi sont accueillis ici. Donc, ce qui veut dire que l'immigration en tant que telle rapporte aussi de l'argent, n'est-ce pas, au pays d'accueil. L'immigration des personnes réfugiées politiques, alors là, c'est un peu différent parce que là, il y a des causes humanitaires qui font que le Canada, c'est un pays démocratique, un pays qui a des valeurs arrivées au corps et qui ne peut pas voir que des gens soient, n'est-ce pas, un peu tyrannisés, simplement pour des raisons politiques. Donc le Canada, le Québec fait sa part, aller chercher des personnes et leur donner, n'est-ce pas, une terre d'accueil ici. Donc voilà à peu près, je suis désolé, voilà ce que je pouvais dire un peu sur ce que j'ai préparé. C'est une présentation qui est très riche et nous sommes vraiment désolés parce que l'heure nous fait défaut. À présent, on va peut-être passer à une question. Une question, pas plus, et on va continuer, on va procéder à notre présentation. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a une question. Oui, pensez-vous avec la politique migratoire ici au Canada, est-ce qu'on a tendance à adopter la même politique aux États-Unis? À savoir tout le problème des immigrants illégaux, parce qu'on voit, entre autres, Jean-François Lisée et François Legault qui parlent de réduire l'immigration ici au Québec, et ça a amené avec la crise des demandeurs d'asile, l'extrême droite qui prend une place maintenant de plus en plus, qui démontre une intolérance. Écoutez, moi je ne voulais pas rentrer dans ce débat politiquement et passionnel là-dessus. Bon, la question migratoire se pose aux États-Unis déjà, à la frontière du Mexique, c'est là où se passent beaucoup de problèmes, et on voit très bien qu'il y a de la délinquance au niveau de cette frontière-là. Bon, le Canada et le Québec sont un peu perçus comme des Eldorado, où les gens sont bien accueillis, ce qui fait que certaines personnes traversent toute l'Amérique pour arriver ici au Canada. Bon, mais quand ils arrivent ici au Canada,
le Canada met au devant cette dimension humanitaire, même quand on passe par le bois. Hein, on a tous vu des émissions là-dessus, hein, on passe par le bois, mais le chemin par le bois, on le sait. Il y a des polices, la police qui vous attend là. On vous demande si vous traversez, on vous arrête. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous repartez pour repartir en Amérique latine? Ou bien vous traversez pour qu'on vous arrête? Et quand vous traversez, mais vous êtes comme pris en charge, si vous voulez. On peut rester 2 ou 3 jours en custodie, comment on dit en français? En détention. Et puis après, on trouve toujours une solution, comment voir les organisations humanitaires pour prendre les uns et les autres. Donc c'est peut-être pas vraiment avec la même acuité, parce que le Canada et les États-Unis, même si c'est des pays globalement capitalistes, disons-le, mais il y a quand même des particularités, des spécificités qui sont là. D'accord. Juste peut-être compléter, parce qu'il y a ce nouveau ministère qui a été créé, on parle de sécurité frontalière et de la réduction du aux États-Unis, vous dites? Donc ici, ah, d'accord, oui, il y a 2 semaines qui donc, on parle de sécurité frontalière et de la réduction de la grande criminalité. Et donc c'est un nouveau ministre qui est ancien directeur de la police de Toronto, qui est reconnu d'être très répressif, et il ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'il va faire. Donc on voit ce nouveau ministère comme étant le ICE aux États-Unis qui sépare les parents de leurs enfants. Ah oui, ah là, tout à fait, oui, tout à fait. On doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter, tout à fait. Juste avant, on va laisser là-bas parce que monsieur il va partir. Ok, assez merci de votre intervention et Madame la députée également. Beaucoup des inputs là. Alors, rapidement, je vais partir. Mais je vais dire ceci. Les questions qu'on vient d'aborder, vous avez raison. Je crois on escamote beaucoup la question de l'immigration. Je serais tenté de proposer le modèle des quotas. Ailleurs, ça marchait. Ailleurs, ça marchait. Pourquoi? Parce qu'on s'est convaincu qu'il y a un vrai problème racialiste, disons les choses telles qu'elles sont. Dans le monde du travail, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en France d'ailleurs, les immigrants ont du mal à trouver du travail, quelles que soient les qualifications qu'ils peuvent avoir. La critique qui est faite à la politique des quotas, c'est de dire, mais attendez, vous allez prendre les gens par quota, vous n'allez pas les juger par rapport à la compétence qui est la leur, et ainsi de suite. Mais quand on voit qu'il y a une résistance, quand on regarde ici, regardez, il y a les employeurs qui embauchent. Il y a des Québécois qui reçoivent ceux qui viennent. Il y a des hommes politiques qui bâtissent des politiques d'immigration de toutes les façons. On a comme l'impression que la jonction ne se fait pas, c'est-à-dire que les hommes politiques qui font des politiques ne continuent pas le travail auprès des employeurs et des Québécois qui sont parfois étonnés de voir beaucoup de gens venir. Et on entend dire, mais ils viennent pour prendre notre pain. Il faut dire des choses comme elles sont. Mais quand on regarde un peu à la loupe, on peut dire aussi, en exagérant un peu, mais que le fameux Québécois qui dit, ou bien le fameux Français, le fameux Américain qui dit que tu viens prendre mon pain, mais peut-être le pain, le blé est boulanger ailleurs aussi. Il faut le savoir. On a mentionné, vous avez mentionné la guerre au Congo. Mais la guerre, on ne voit que les gens qu'on massacre. Mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière, qu'il y a des entreprises canadiennes, des entreprises françaises, des entreprises américaines qui vont exploiter des minerais dans ces pays-là et qui aident, n'est-ce pas, à cette société de progresser sur le plan économique. Les téléphones portables que nous avons tous là, vous savez que ces téléphones portables, mais c'est fait à base du coltan. Et ce coltan n'est trouvé qu'au Congo, fondamentalement. Mais enlevez un peu ce coltan à toutes ces entreprises ici. Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc je crois qu'il faut du courage. Il faut que les gens prennent du courage. C'est mon sujet là. Il faut qu'on prenne du courage. Je veux m'en aller. S'il vous plaît, je vais terminer. Il faut que l'on prenne, Madame la députée, il faut qu'on prenne du courage à se convaincre, parce que les politiques canadiennes sont convaincus, Québécois sont convaincus qu'il y a une résistance, vous l'avez dit vous-même, il y a une résistance des entreprises. Alors, imposer la politique des quotas. Merci. Merci.
Est-ce que je peux répondre à monsieur 2 secondes? Oui. Mais Georges. Pendant qu'il parle, je vais lui répondre. J'arrange mes affaires. Alors, ici, là, dans mon petit papier, là, alors, dans avoir justement un programme, un régime d'inspection et d'amende sanctionnant la discrimination à l'embauche, avoir justement des quotas au niveau de l'employabilité des personnes provenant des communautés culturelles et minorités visibles au sein de l'État. Vous savez que Hydro-Québec a plus de 22 000 employés et moins de 300 employés provenant de l'immigration, ce qui est totalement inacceptable. Avoir des gens, des communautés culturelles et des minorités visibles au niveau de toutes les nominations de l'État sur les conseils d'administration des organismes de l'État. On a fait ça en 2007 pour assurer d'avoir une parité homme-femme. On a adopté une loi pour faire en sorte que, dorénavant, on trouverait des femmes pour mettre sur les conseils d'administration, parce qu'avant, il n'y avait jamais de femmes compétentes pour mettre sur les conseils d'administration de l'État. Et c'est drôle, depuis ce temps-là, on en trouve, et on a assuré la parité. Alors, je suis persuadée qu'on serait capable de faire la même chose avec les gens des communautés pour s'assurer d'avoir une présence dans l'État. Il faut qu'il y ait de la présence dans l'État des gens des communautés pour être des exemples aussi et être aussi des modèles qui vont favoriser des politiques de l'État pour assurer une présence dans les emplois des fonctionnaires au niveau du gouvernement. Madame, est-ce que... Comment ça va? Avec celui-là. Merci. C'est sûr.